L'île du docteur Moreau par H. G. Wells. Chapitre 4. L'oreille pointue. Tout ce qui m'entourait me semblait alors fort étrange, et ma position était le résultat de tant d'aventures imprévues que je ne discernais pas d'une façon distincte l'anomalie de chaque chose en particulier. Je suivis la cage du lama que l'on dirigeait vers l'enclos, et je fus rejoint par Montgomery, qui me pria de ne pas franchir les murs de pierre. Je remarquai alors que le puma, dans sa cage, et la pile des autres bagages avaient été placés en dehors de l'entrée de l'enclos. En me retournant, je vis qu'on avait achevé de décharger la chaloupe et qu'on l'avait échouée sur le sable. L'homme aux cheveux blancs s'avança vers nous et s'adressa à Montgomery. « Il s'agit maintenant de s'occuper de cet hôte inattendu. Qu'allons-nous faire de lui ?»« Il a de solides connaissances scientifiques, » répondit Montgomery. « Je suis impatient de me remettre à l'œuvre sur ces nouveaux matériaux, » dit l'homme en faisant un signe de tête du côté de l'enclos, tandis que ses yeux brillaient soudain. « Je le pense bien, » répliqua Montgomery, d'un ton rien moins que cordial. « Nous ne pouvons pas l'envoyer là-bas, et nous n'avons pas le temps de lui construire une nouvelle cabane. Nous ne pouvons certes pas non plus le mettre dès maintenant dans notre confidence. »« Je suis entre vos mains, » dis-je. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire en parlant de « là-bas ». « J'ai déjà pensé à tout cela, » répondit Montgomery. « Il y a ma chambre, avec la porte extérieure. »« C'est parfait, » interrompit vivement le vieillard. Nous nous dirigeâmes tous trois du côté de l'enclos. « Je suis fâché de tout ce mystère, monsieur Prendick, mais nous ne vous attendions pas. Notre petit établissement cache un ou deux secrets. C'est, en somme, la chambre de Barbe-Bleue. Mais, en réalité, ce n'est rien de bien terrible, pour un homme sensé. Mais pour le moment, comme nous ne nous connaissons pas... »« Certes, répondis-je, je serais bien malvenu de m'offenser de vos précautions. » Sa grande bouche se tordit en un faible sourire, et il eut un hochement de tête pour reconnaître mon amabilité. Il était de ces gens taciturnes qui sourient en abaissant les coins de la bouche. Nous passâmes devant l'entrée principale de l'enclos. C'était une lourde barrière de bois, encadrée de ferrures et solidement fermée, auprès de laquelle la cargaison était entassée. Au coin se trouvait une petite porte que je n'avais pas encore remarquée. L'homme aux cheveux blancs sortit un trousseau de clés de la poche graisseuse de sa veste bleue, ouvrit la porte et entra. Ces clés et cette fermeture compliquée me surprirent tout particulièrement. Je le suivis et me trouvai dans une petite pièce, meublée simplement, mais avec assez de confort et dont la porte intérieure, légèrement entrebâillée, s'ouvrait sur une cour pavée. Montgomery alla immédiatement clore cette porte. Un hamac était suspendu dans le coin le plus sombre de la pièce, et une fenêtre exiguë, sans vitre, défendue par une barre de fer, prenait jour du côté de la mer. Cette pièce, me dit l'homme aux cheveux blancs, devait être mon logis, et la porte intérieure qu'il allait, par crainte d'accident, ajouta-t-il, condamner de l'autre côté, était une limite que je ne devais pas franchir. Il attira mon attention sur un fauteuil pliant, installé commodément devant la fenêtre, et sur un rayon près du hamac, une rangée de vieux livres, parmi lesquels se trouvaient surtout des manuels de chirurgie et des éditions de classiques latins et grecs, que je ne peux lire qu'assez difficilement. Il sortit par la porte extérieure, comme s'il eût voulu éviter d'ouvrir une seconde fois la porte intérieure. « Nous prenons ordinairement nos repas ici, » m'apprit Montgomery. Puis, comme s'il lui venait un doute soudain, il sortit pour rattraper l'autre. « Moreau !» l'entendis-je appeler, sans, à ce moment, remarquer particulièrement ses syllabes. Un instant après, pendant que j'examinais les livres, elles me revinrent à l'esprit. Où pouvais-je bien avoir entendu ce nom ? Je m'assis devant la fenêtre et me mis à manger avec appétit les quelques biscuits qui me restaient. Moreau. Je me sentais fort impressionné par les multiples précautions que prenaient les deux hommes pour tenir secret le mystère de leur enclos. Pendant longtemps, je pensais à cela et à ce qu'avait d'inexplicablement familier le nom de Moreau. Mais la mémoire humaine est si bizarre que je ne pus alors rien me rappeler de ce qui concernait ce nom bien connu. Ensuite, mes pensées se tournèrent vers l'indéfinissable étrangeté de l'être difforme
emmailloté de blanc, que je venais de voir sur le rivage. Je n'avais encore jamais rencontré de pareille allure, de mouvements aussi baroques, que ce qu'il avait en traînant la caisse. Je me souviens qu'aucun de ces hommes ne m'avait parlé, bien qu'ils m'eussent, à diverses reprises, examiné d'une façon singulièrement furtive, et tout à fait différente du regard franc de l'ordinaire sauvage. Je me demandais quel était leur langage. Tout m'avait paru particulièrement taciturne, et quand ils parlaient, c'était avec une voix des plus anormales. Que pouvait-il bien avoir? Puis je revis les yeux du domestique mal bâti de Montgomery. À ce moment même où je pensais à lui, il entra. Il était maintenant revêtu d'un habillement blanc et portait un petit plateau sur lequel se trouvaient des légumes bouillis et du café. Je pus à peine réprimer un frisson de répugnance en le voyant faire une aimable révérence et poser le plateau sur la table devant moi. Je fus paralysé par l'étonnement. Sous les longues mèches plates de ses cheveux, j'aperçus son oreille. Je la vis, tout à coup, très proche. L'homme avait des oreilles pointues et couvertes de poils bruns très fins. « Votre déjeuner, messieurs, dit-il. Je le considérai fixement, sans songer à lui répondre. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte, en m'observant bizarrement par-dessus l'épaule. Tandis que je le suivais des yeux, il me revint en tête, par quel procédé mental inconscient, une phrase qui fit retourner ma mémoire de 10 ans en arrière. Elle flotta imprécise en mon esprit, pendant un moment, puis je revis un titre en lettres rouges, le docteur Moreau, sur la couverture chamois d'une brochure révélant des expériences qui vous donnaient, à les lire, la chair de poule. Ensuite, mes souvenirs se précisèrent, et cette brochure, depuis longtemps oubliée, me revint en mémoire, avec une surprenante netteté. J'étais encore bien jeune à cette époque, et Moreau devait avoir au moins la cinquantaine. C'était un physiologiste fameux et de première force, bien connu dans les cercles scientifiques, pour son extraordinaire imagination et la brutale franchise avec laquelle il exposait ses opinions. Était-ce le même Moreau que je venais de voir ? Il avait fait connaître sur la transfusion du sang certains faits des plus étonnants, et de plus, il s'était acquis une grande réputation par des travaux sur les fermentations morbides. Soudain, cette belle carrière prit fin. Il dut quitter l'Angleterre. Un journaliste s'était fait admettre à son laboratoire en qualité d'aide, avec l'intention bien arrêtée de surprendre et de publier des secrets sensationnels. Puis, par la suite d'un accident désagréable, si ce fut un accident, sa brochure, révoltante, acquit une notoriété énorme. Le jour même de la publication, un misérable chien, écorché vif et diversement mutilé, s'échappa du laboratoire de Moreau. Cela se passait dans la morte saison des nouvelles, et un habile directeur de journal, cousin du faux aide de laboratoire, en appela à la conscience de la nation tout entière. Ce ne fut pas la première fois que la conscience se tourna contre la méthode expérimentale. On poussa de tels hurlements que le docteur dut simplement quitter le pays. Il est possible qu'il ait mérité cette réprobation, mais je m'obstine à considérer comme une véritable honte le chancelant appui que le malheureux savant trouva auprès de ses confrères, et la façon indigne dont il fut lâché par les hommes de science. D'après les révélations du journaliste, certaines de ses expériences étaient inutilement cruelles. Il aurait peut-être pu faire sa paix avec la société en abandonnant ses investigations, mais il dut sans aucun doute préférer ses travaux, comme l'aurait fait à sa place la plupart des gens qui ont une fois cédé à l'enivrement des découvertes scientifiques. Il était célibataire, et il n'avait en somme qu'à considérer ses intérêts personnels. Je finis par me convaincre que j'avais retrouvé ce même Moreau. Tout m'amenait à cette conclusion, et je compris alors à quel usage était destiné le puma et tous les animaux qu'on avait maintenant rentrés avec tous les bagages dans la cour derrière mon logis. Une odeur ténue et bizarre, rappelant vaguement quelque exhalaison familière, et dont je ne m'étais pas encore rendu compte, revint agiter mes souvenirs. C'était l'odeur antiseptique des salles d'opération. J'entendis, derrière le mur, le puma rugir, et l'un des chiens hurla comme s'il venait d'être blessé. Cependant, la vivisection n'avait rien de si horrible, surtout pour un homme de science, qui put servir à expliquer toutes ces précautions mystérieuses. D'un bond imprévu et soudain, ma pensée revint, avec une netteté parfaite, aux oreilles pointues et aux yeux lumineux du domestique de Montgomery.
Puis, mon regard erra sur la mer verte, qui écumait sous une brise fraîchissante, et les souvenirs étranges de ces derniers jours occupèrent toutes mes pensées. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Un enclos fermé sur une île déserte? Un vivisecteur trop fameux? Et ces êtres estropiés et difformes? Vers 1 heure, Montgomery entra, me tirant ainsi du pêle-mêle d'énigmes et de soupçons où je me débattais. Son grotesque domestique le suivait, portant un plateau sur lequel se trouvaient divers légumes cuits, un flacon de whisky, une carafe d'eau, 3 verres et 3 couteaux. J'observais du coin de l'œil l'étrange créature, tandis qu'il m'épiait aussi avec ses singuliers yeux fuyants. Montgomery m'annonça qu'il venait déjeuner avec moi, mais que Moreau, trop occupé par de nouveaux travaux, ne viendrait pas. Moreau, dis-je, je connais ce nom. Comment? Ah, bien, du diable alors. Je ne suis qu'un âne de l'avoir prononcé, ce nom. J'aurais dû y penser. N'importe. Comme cela, vous aurez quelques indices de nos mystères. Un peu de whisky? Non merci, je ne prenais jamais d'alcool. J'aurais bien dû faire comme vous, mais maintenant, à quoi bon fermer la porte quand le voleur est parti? C'est cette infernale boisson qui m'a amené ici. Elle et une nuit de brouillard. J'avais cru à une bonne fortune pour moi quand Moreau m'offrit de m'emmener. C'est singulier. Montgomery, dis-je tout à coup, au moment où la porte extérieure se refermait. Pourquoi votre homme a-t-il des oreilles pointues? Il eut un juron, la bouche pleine, me regarda fixement pendant un instant et répéta « Des oreilles pointues ?» Oui, continuai-je, avec tout le calme possible, malgré ma gorge serrée. Oui, ses oreilles se terminent en pointe et sont garnies d'un fin poil noir. Il se servit du whisky et de l'eau avec une assurance affectée et affirma. Il me semblait que ses cheveux couvraient ses oreilles. Sans doute, mais je les ai vus quand il s'est penché pour poser sur la table le café que vous m'avez envoyé ce matin. De plus, ses yeux sont lumineux dans l'obscurité. Montgomery s'était remis de la surprise causée par ma question. J'avais toujours pensé, prononça-t-il délibérément et en accentuant son aisément, que ses oreilles avaient quelque chose de bizarre, la manière dont il les couvrait. À quoi ressemblaient-elles? La façon dont il me répondit tout cela me convaincut que son ignorance était feinte. Pourtant, il m'était difficile de lui dire qu'il mentait. Elles étaient pointues, répétai-je, pointues, plutôt petites et poilues. Oui, très distinctement poilues. Mais cet homme tout entier est bien l'un des êtres les plus étranges qu'il m'ait été donné de voir. Le hurlement violent et rauque d'un animal qui souffre nous vint de derrière le mur qui nous séparait de l'enclos. Son ampleur et sa profondeur me le fit attribuer au puma. Montgomery eut un soubresaut d'inquiétude. « Ah, fit-il, où avez-vous rencontré ce bizarre individu ?»« À San Francisco. J'avoue qu'il a l'air d'une vilaine brute, à moitié idiot, vous savez. Je ne me rappelle plus d'où il venait. Mais n'est-ce pas, je suis habituée à lui et lui à moi. Quelle impression vous fait-il? Il ne fait pas l'effet d'être naturel. Il y a quelque chose en lui. Ne croyez pas que je plaisante, mais il donne une petite sensation désagréable, une crispation des muscles quand il m'approche, comme un contact. Diabolique en somme. Pendant que je parlais, Montgomery s'était interrompu de manger. C'est drôle, constata-t-il. Je ne ressens rien de tout cela. Il reprit des légumes. Je n'avais pas la moindre idée de ce que vous me dites, continua-t-il la bouche pleine. L'équipage de la goélette dut éprouver la même chose. Ils tombaient tous à bras raccourcis sur le pauvre diable. Vous avez vu vous-même le capitaine. Tout à coup, le puma se remit à hurler, et cette fois plus douloureusement. Montgomery émit une série de jurons à voix basse. Il me vint à l'idée de l'entreprendre au sujet des êtres de la chaloupe, mais la pauvre bête, dans l'enclos, laissa échapper une série de cris aigus et courts. « Les gens qui ont déchargé la chaloupe, questionnai-je, de quelle race sont-ils? De solides gaillards, hein? Répondit-il distraitement, en fronçant les sourcils, tandis que l'animal continuait à hurler. Je n'ajoutai rien de plus.
Il me regarda avec ses mornes yeux gris et se servit du whisky. Il essaya de m'entraîner dans une discussion sur l'alcool, prétendant m'avoir sauvé la vie avec ce seul remède, et semblant vouloir attacher une grande importance au fait que je lui devais la vie. Je lui répondais à tort et à travers, et bientôt notre repas fut terminé. Le monstre difforme aux oreilles pointues vint desservir, et Montgomery me laissa seul à nouveau dans la pièce. Il avait été, pendant la fin du repas, dans un état d'irritation mal dissimulé, évidemment causé par les cris du puma soumis à la vivisection. Il m'avait fait part de son bizarre manque de courage, me laissant ainsi le soin d'en faire la facile application. Je trouvais moi-même que ces cris étaient singulièrement irritants, et à mesure que l'après-midi s'avançait, ils augmentèrent d'intensité et de profondeur. Ils me furent d'abord pénibles, mais leur répétition constante finit par me bouleverser complètement. Je jetai de côté une traduction d'Horace que j'essayais de lire, et crispant les poings, mordant mes lèvres, je me mis à arpenter la pièce en tous sens. Bientôt, je me bouchai les oreilles avec mes doigts. L'émouvant appel de ces hurlements me pénétrait peu à peu, et ils devinrent finalement une si atroce expression de souffrance que je ne pus rester plus longtemps enfermé dans cette chambre. Je franchis le seuil, et, dans la lourde chaleur de cette fin d'après-midi, je partis. En passant devant l'entrée principale, je remarquai qu'elle était de nouveau fermée. Au grand air, les cris résonnaient encore plus fort. On nous dit que toute la douleur du monde avait trouvé une voix pour s'exprimer. Pourtant, il me semble, j'y ai pensé depuis, que j'aurais assez bien supporté de savoir la même souffrance près de moi si elle eût été muette. La pitié vient surtout nous bouleverser quand la souffrance trouve une voix pour tourmenter nos nerfs. Mais malgré l'éclat du soleil et l'écran vert des arbres agités par une douce brise marine, tout autour de moi n'était que confusion. Et jusqu'à ce que je fusse hors de portée des cris, des fantasmagories noires et rouges dansèrent devant mes yeux.